Bonjour à tous. Donc nous allons parler admission parallèle en école de commerce, un autre parcours donc pour intégrer une école de commerce. Je vais demander à tous les participants de se présenter de façon un peu succincte et puis après on parlera du sujet en profondeur. Bonjour, je suis Catherine Lézé et je suis responsable académique du cursus Grande École de Novancia Business School Paris. Je suis également responsable du master. Et donc notre sujet admission parallèle, en ce qui nous concerne, il est possible de rentrer après le bac pour y suivre un bachelor ou intégrer le cursus en troisième année bachelor ou encore en master. Bonjour, je m'appelle Bruno Cohegnier, je suis professeur et je suis le directeur du programme Grande École de Neoma. Neoma étant le résultat de la fusion de Rouen Business School et puis de Reims Management School. Au niveau du master Grande École Neoma, les étudiants qui sont concernés par l'admission parallèle sont des étudiants qui passent les concours Tremplin 1 et Tremplin 2. Bonjour. Attendez, juste pour que tout le monde comprenne bien, Tremplin 1 et Tremplin 2, c'est quoi exactement ? Tremplin 1 et Tremplin 2, ce sont les concours d'admission des admissions parallèles de la banque Ecricom. Et la banque Ecricom ? La banque Ecricom est une banque de concours commun qui permet aux étudiants d'intégrer les écoles qui sont Kedge, Neoma Business School et l'ICN. D'accord. Alors à mon tour, vu ce qui vient d'être expliqué, ça va peut-être rendre ma présentation un tout petit peu plus longue. Donc moi je suis David Moreau, je suis directeur du programme Grande École et directeur de la recherche du groupe SC3. Alors on parlait justement de la banque Ecricom et du concours Tremplin. Eh bien le groupe SC3 accueille des étudiants en admission parallèle en première année et en deuxième année du programme via le concours Passerelle, lequel concours regroupe une douzaine d'écoles françaises. Bonjour à tous, je suis Tawhid Chtiwi, directeur national de l'ISEC Business and Finance School, donc une école post-bac plus 5. On est dans 7 villes en France, Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Strasbourg, Toulouse et Nantes. Bonjour à tous, Laurence Ribard, je représente IE University, qui est une université internationale située en Espagne. Nous offrons tous nos cours en anglais. IE University a été créée après IE Business School et IE Law School, dont vous avez sûrement entendu parler pour leur programme Master et MBA. Donc, en ce qui nous concerne, pour les admissions parallèles, les étudiants qui rentrent à IE University rentrent directement après leur bac. Alors, moi j'ai une première question. Est-ce qu'on peut intégrer, en général, les étudiants qui viennent chez vous, qu'est-ce qu'ils ont fait avant ? Qui veut commencer ? Alors, les étudiants donc, qui viennent chez nous peuvent intégrer le bachelor après un baccalauréat. Ils rentreront donc en première année bachelor par la voie d'un concours qui est le concours ATOU+3, qui réunit, donc c'est une banque d'épreuves de concours qui réunit donc plusieurs écoles qui vont préparer les étudiants à un bachelor. Donc on peut y rentrer par la voie de ce concours en bachelor, en première année bachelor. On peut également intégrer donc en qualité d'admission parallèle. On peut intégrer également la troisième année bachelor. Et là, c'est un concours propre à Novancia Business School Paris, qui est une école de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, pour avoir donc à la fin de cette troisième année bachelor, un bachelor visé par le ministère. Et puis le niveau d'entrée peut se faire également en master, en première année master. Et c'est donc le concours que nous partageons, la banque de concours que nous partageons avec mon homologue ici présent de Troyes, c'est le concours Passerelle 2 pour pouvoir rentrer en première année master. Il y a aussi une dernière voie de concours, c'est le concours pour les étudiants internationaux qui rejoignent le cursus. C'est le concours Passerelle, mais c'est un concours spécifique qui s'appelle Passworld. Juste pour resituer un peu les choses, peut-être pour entrer dans une école de commerce aujourd'hui, on a d'abord la possibilité de rentrer après le bac directement sur les écoles post-bac, ou la possibilité de rentrer après 2 années de prépa, donc on rentre directement en bac plus 3 sur un certain nombre d'écoles qui sont organisées justement en un cycle de 3 ans, ou la possibilité justement, et c'est devenu une véritable voie d'accès, parce qu'il y a quelques années c'était plutôt un accès par défaut et aujourd'hui c'est devenu une véritable voie, passer par d'abord une formation universitaire, un type de formation, et puis par la suite rentrer en admission parallèle, ce qu'on appelle aussi l'admission sur titre, ce qu'on appelle aussi l'admission directe,
dans les écoles de commerce, post-prépa ou post-bac. Et donc là, on peut rentrer directement en 3e année ou en 4e année avec soit des banques d'épreuves communes, donc, qui regroupent plusieurs formations sous forme de concours, soit des concours spécifiques ou des épreuves de sélection spécifiques pour un certain nombre d'écoles. J'ajouterais que ce qui est important de comprendre pour ces admissions parallèles, c'est que si on compare avec les modalités d'admission sur les programmes grande école il y a maintenant de nombreuses années en arrière, où on ne pouvait rentrer qu'à l'issue d'une classe préparatoire aux grandes écoles, et donc avec un cursus plutôt orienté économie, gestion, etc. Maintenant, il est possible d'intégrer une école avec un BTS, un DUT, une licence, qui peut être orientée gestion, qui peut être orientée économie, marketing, mais qui peut aussi ne rien avoir du tout avec ces disciplines-là. Donc l'intérêt de ces admissions parallèles, il est double. Ces admissions parallèles, elles sont intéressantes pour les candidats et elles sont également intéressantes sur un plan pédagogique pour les écoles. Elles sont intéressantes pour les candidats pour 2 raisons. C'est d'une part, vous pouvez très bien, par exemple, avoir choisi de faire un DUT génie civil, par exemple, et puis vous dire au bout de 2 ans, non, finalement, génie civil, c'est pas le truc qui m'enchante le plus. J'aimerais bien voir ce que je peux faire comme étude après ça. En l'occurrence, avec ce type de DUT, vous pouvez parfaitement intégrer un programme école de management, un programme grande école. L'intérêt aussi, c'est que vous pouvez arriver avec ce même DUT génie civil en vous disant, voilà, j'ai une compétence technique particulière. Ce que je peux faire maintenant pour me faire un beau CV dans les 3 années qui me restent, c'est intégrer une école de management, acquérir des compétences en sciences de gestion, en management, et arriver avec ma spécificité sur le marché du travail en affichant cette double compétence. Et puis bien nous, au sein des écoles, le fait d'accueillir des admissions parallèles avec des profils extrêmement variés en termes de compétences, ça nous permet de recréer un petit peu la diversité que l'on va retrouver en entreprise. Lorsque vous entrez dans une entreprise, lorsque vous entrerez en entreprise par la suite, et si vous intégrez tous une école de management, vous ne serez pas qu'entre diplômés d'école de management. Il y en aura certains parmi vous qui auront des cursus ingénieurs, d'autres des cursus de juristes, certains auront fait du design. Voilà, vous pouvez arriver avec différentes cultures de travail possibles. Et nous, le fait d'accueillir des candidats avec justement des profils très différents, ça permet de recréer cette diversité de culture de travail au sein de l'école. Donc ces admissions parallèles, c'est un avantage pour les candidats et c'est une grande richesse pour les écoles parce que ça leur permet de recréer in situ au sein de l'école les cultures de travail qu'on va avoir au sein d'une entreprise. Peut-être préciser aussi que c'est une demande des entreprises qui a débuté il y a un certain nombre d'années où les entreprises ont commencé à réaliser que pour des fonctions, par exemple, je vais parler de finance puisque je suis pro de finance, mais sur des fonctions financières, embaucher des ingénieurs, ce n'était pas forcément la meilleure façon de faire avancer les choses dans l'entreprise parce qu'ils n'avaient pas de culture. Ils n'avaient pas de culture managériale et donc on commençait à se développer des doubles compétences. Et bien évidemment, les écoles de commerce offrent ces doubles compétences pour répondre aux besoins du marché qui est, quand on est financier, il faut comprendre les marketeurs pour travailler avec eux. Quand on est marketeur, il ne faut pas être allergique aux états financiers pour que, éventuellement, tout ce beau monde travaille ensemble. Alors, pour donner une perspective internationale, moi j'aimerais bien préciser que les prépas ne sont reconnus qu'en France. En Espagne, le ministère de l'Éducation ne reconnaît pas les prépas, donc les étudiants qui ont fait 2 ans de prépa qui veulent intégrer AI University commenceront en première année. Voilà. Pour donner quelques chiffres aussi sur cette voie d'admission, parce qu'elle devient très importante et ça explique en quoi cela aussi a pris de l'importance depuis quelques années. Il y a 40% des entrants en 2013 en école de commerce, en niveau Bac plus 3, qui viennent des admissions parallèles. Donc à peu près 60% restants viennent bien sûr de prépa et 40% viennent des admissions parallèles. Un tiers des effectifs des écoles de commerce de France aujourd'hui sont constitués de gens qui sont arrivés en admission parallèle. Un étudiant sur 3, quelle que soit d'ailleurs l'année qu'on retrouve dans une école de commerce, quelle qu'elle soit, post-bac ou post-prépa, vient d'admission parallèle. Et c'est extrêmement important parce que c'est devenu une véritable stratégie d'accès pour plusieurs raisons. Soit je cherche une double compétence. Je vais commencer par une formation universitaire en droit et puis par la suite je vais combiner ça avec un accès en école de commerce pour avoir un profil plutôt de juriste d'entreprise.
je vais commencer par une formation plutôt scientifique et par la suite combiner ça avec une formation de management pour pouvoir accéder à des secteurs qui nécessitent un certain nombre de compétences scientifiques. Donc c'est devenu une stratégie délibérée d'un certain nombre d'élèves qui disent « je veux passer d'abord par une formation qui est un peu technique, qui est orientée vers un domaine bien particulier, que je combinerai par la suite en allant en école de commerce avec une formation managériale ». Ce qui donnerait un profil assez recherché sur le terrain et avec, sur un certain nombre de métiers avec cette double compétence-là. Ça peut être aussi lié au fait qu'on cherche des économies, c'est normal. On passe par une formation universitaire qui ne coûte a priori rien pour passer par la suite en école de commerce qui fait économiser 1 an, 2 ans ou voire 3 ans de frais de scolarité. Et ça aussi, ça peut être une logique qu'on retrouve chez certains aujourd'hui. Ça peut être aussi, justement, j'ai cité David, c'est la possibilité pour certains, après un début de parcours universitaire ou autre, de se dire finalement je vais chercher une dimension un peu plus opérationnelle, un peu plus internationale, un peu plus pratique que la dimension académique, universitaire qu'on peut retrouver dans un certain nombre de formations. Et donc, je vais m'orienter vers une école de commerce qui me donnerait cette possibilité d'avoir plus de pratique et plus d'international. Ça peut être aussi la logique de dire je veux d'abord un diplôme intermédiaire. Vous savez que les écoles de commerce ne délivrent pas systématiquement, toutes en tout cas, un diplôme intermédiaire, c'est-à-dire un diplôme de niveau Bac+3, ce qu'on appelle les bachelors, l'équivalent de licence universitaire. Certains peuvent dire bon, moi je ne suis pas sûr d'aller jusqu'à Bac+5, donc je préfère passer par une formation qui va me donner un diplôme, une licence universitaire, BTS ou DUT ou autre, et puis par la suite j'irai en école de commerce parce que je suis certain de pouvoir aller jusqu'à la Bac+5 et donc là j'obtiendrai un deuxième diplôme de niveau supérieur. Donc c'est devenu une problématique à réfléchir, à prendre en considération dès le début par rapport à ces critères que je viens de citer. Il ne faut pas que ça soit considéré uniquement comme une voie de recours parce que ça ne m'a pas plu, mais ça devient de plus en plus en tout cas une stratégie délibérée de certains élèves et parents. Oui, je pense qu'au travers de nos différents propos, vous êtes en mesure de comprendre, là, après déjà quelques minutes d'échange, que vous avez tous entendu parler des classes préparatoires aux grandes écoles, qui restent effectivement une voie d'admission pour intégrer une grande école. Ce que nous appelons les admissions parallèles, ce n'est pas une seconde voie en termes de qualité. C'est une voie qui est tout aussi intéressante, qui a tout autant sa place que le système des classes préparatoires aux grandes écoles. Ces deux voies d'admission vont préparer des étudiants différents avec des cultures de travail différentes. C'est la simple différence. Mais la légitimité... Il doit y avoir des profils aussi d'étudiants qui s'intègrent mieux peut-être. C'est pas mieux. C'est pas une histoire de mieux s'intégrer. C'est comme dans une entreprise. C'est une question de s'intégrer avec différentes compétences, différentes forces. Si un étudiant de classe issu de classe préparatoire aura peut-être une capacité d'abstraction, d'esprit de synthèse un peu plus forte qu'un étudiant qui sera titulaire d'un BTS. L'étudiant qui sera titulaire lui d'un BTS aura peut-être un sens pratique opérationnel un peu plus fort parce qu'il aura effectué des stages en entreprise. Donc ils vont partager au sein de la promotion des qualités différentes, des qualités qu'ils vont mettre en avant au sein de leur projet dans le cadre des associations de l'école. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, qu'on retrouve finalement ce qu'on va retrouver au sein d'une entreprise. Au sein d'une entreprise, les salariés d'une entreprise ne sont pas tous des clones partageant stricto sensu les mêmes compétences. Vous en avez qui sont un petit peu plus forts en négociation, d'autres qui sont un petit peu plus forts pour analyser un bilan à compte de résultats, d'autres qui sont un petit peu plus forts pour résoudre des litiges. Il y en a qui vont être un peu plus créatifs. Eh bien, voilà ce qu'on retrouve dans une entreprise et voilà maintenant ce qu'on trouve dans une école avec justement le système des admissions parallèles. Les admissions parallèles, c'est une très bonne adaptation finalement aux enjeux économiques du XXIe siècle et au cadre de travail dans lequel vous devrez évoluer. Je pense qu'il y en aura parmi vous, il y en aura extrêmement peu qui seront cantonnés au marché franco-français avec des échanges exclusivement purement franco-français. Des cultures de travail différentes, ce sera votre travail, ce sera votre quotidien. Donc autant s'y préparer dès maintenant et intégrer le fait que quand vous intégrez une école, vous avez des personnes avec différentes cultures, différents parcours qui sont venus. Mais est-ce que dans les 40% que vous donniez tout à l'heure de jeunes qui rentrent en école de commerce hors prépa, est-ce que vous pourriez nous dire la proportion de ceux qui ont une licence, un BTS, un DUT
si je prends le cas, de mon établissement du groupe ESC3, nous on va avoir à peu près sur une année d'émission, on va avoir à peu près un quart de nos étudiants qui seront titulaires d'une licence. On va en avoir 20% environ qui vont être issus de classes préparatoires et tout le restant des étudiants qui vont être titulaires d'un BTS ou d'un DUT. Je peux vous dire statistiquement quelles sont les filières qui réussissent le mieux, parce qu'il existe des études là-dessus. Mais avant de dire quelles sont les filières qui réussissent le mieux, je veux dire que, attention, il n'y a pas un parcours meilleur que l'autre. Il y a tout simplement un parcours qui est plus adéquat par rapport à un objectif professionnel. Et puisqu'on n'a pas tous les mêmes objectifs professionnels, on ne vise pas tous les mêmes métiers, on ne voit pas tous son parcours professionnel de la même façon, avec les mêmes secteurs d'activité, avec les mêmes métiers, évidemment qu'il n'y a pas un parcours meilleur que l'autre. La seule chose qu'il faut chercher, c'est la cohérence de votre parcours et de vos choix avec votre objectif professionnel particulier. Si je veux travailler dans un secteur particulier, ou pour un métier particulier, ou dans un pays particulier, ou sur une économie en particulier, il faudra construire son projet professionnel de façon à ce qu'il soit plus adéquat possible par rapport à cet objectif. Après, statistiquement, les filières qui réussissent le plus en admission parallèle, il y a plusieurs études sur les 3 dernières années, c'est histoire géo, informatique, sciences politiques. C'est les 3 filières globalement qu'on retrouve qui réussissent le mieux. Ça n'exclut pas évidemment toutes les autres filières. On retrouve des filières scientifiques ou plus universitaires, de droit, d'économie qui réussissent aussi parfaitement. Mais là, le point le plus important pour vous lors du choix, c'est de voir dans quelle mesure l'école va vous accompagner dans l'intégration. C'est l'enjeu le plus important dans les admissions parallèles. Parce que quand on arrive avec des parcours variés, on n'a pas les mêmes fondamentaux, on rentre dans un programme qui existe déjà dans la plupart des cas depuis 1 an ou 2, donc il faut s'intégrer dans une promo qui a un certain nombre de fondamentaux et de connaissances. Et puisque vous venez d'origines très variées, donc vous n'avez pas les mêmes prérequis. Il y a certains programmes qui proposent aussi pour les admissions parallèles des séminaires de remise à niveau, des programmes d'intégration. À l'ISEG Business and Finance School, on accueille tous les admissions parallèles une semaine avant. On va leur donner des cours de préparation pour leur montrer où est-ce que nos étudiants déjà, quel est le niveau exigé de la part de nos étudiants à la rentrée en 3e année, en 4e année, et on les accompagne sur un programme spécifique tout au long du premier semestre avec des rendez-vous chaque mois, des rendez-vous individuels pour pouvoir vérifier leur intégration, leur maîtrise de l'ensemble des éléments qui leur permettent une intégration qui soit la meilleure possible. C'est l'enjeu le plus important. Si on arrive dans une formation et qu'on n'a pas pris en considération tout ceci, on risque évidemment de ne pas avoir une bonne continuité, cohérence et enchaînement de son parcours. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, la grande question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Parce qu'après le Bac+5, c'est l'insertion professionnelle. Donc la grande question, c'est votre projet professionnel futur. Et l'admission parallèle, elle vous ouvre effectivement cette possibilité d'une complémentarité d'études ou d'une double compétence. On a des étudiants qui ont fait une licence en droit, une licence en LEA, et qui se disent après cette licence en droit, moi j'ai envie de faire une grande école de commerce et de management pour évoluer vers des fonctions plus finance ou marketing ou business développement. Et là, c'est toute la chance que vous offrent ces grandes écoles de management, c'est précisément de pouvoir avoir une complémentarité de compétences entre un premier cursus en droit ou en technique de commercialisation ou en biologie et un cursus plus business développement ou finance ou marketing. Alors, vous vous posez peut-être une question, est-ce que je vais suivre facilement en intégrant la voie d'une admission parallèle? Oui, parce qu'effectivement, il y a des sas de pré-rentrée, il y a des fondamentaux que vous allez acquérir, sur lesquels on reviendra en fonction des niveaux de votre premier cursus. Et il n'y a aucune chance que vous n'arriviez pas à obtenir votre master comme des étudiants qui viennent d'une autre voie. Peut-être pour préciser une ou deux choses, il n'y a pas de voie royale pour intégrer une école, quel que soit le programme visé, que ce soit un programme master, que ce soit un programme bachelor. Les écoles ont développé beaucoup de dispositifs pour accueillir et pour répondre à cette demande des entreprises. L'idée, quand on fait un programme master ou qu'on fait un programme bachelor, c'est de trouver un travail à la sortie. A priori, c'est ça l'objectif premier. L'employabilité, c'est quoi? C'est des entreprises. Répondre aux besoins des entreprises, a priori, c'est notre mission. Ce qui signifie que les programmes se sont adaptés pour accueillir des étudiants qui ont des profils tout à fait non-gestion. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir fait un BTS éco
pour intégrer une première année d'un programme master. Un programme master, je vous rappelle, c'est 3 ans, une année de pré-master et puis 2 années de master, pour être internationalement reconnu. Ça signifie que des étudiants qui ont un profil littéraire peuvent tout à fait réussir dans des métiers qui sont absolument pas littéraires, notamment financiers. Moi, j'ai des étudiants qui sont en prépa, qui ont fait une prépa littéraire ou qui sont arrivés en admission parallèle littéraire et qui sont maintenant auditeurs chez KPMG. Alors, on ne parle pas de chemin mystique, initiatique, etc., mais souvent, l'idée d'une école de commerce, quelle que soit l'école de commerce, c'est de développer les compétences des étudiants. Un étudiant qui va arriver, que ce soit en prépa a fortiori, il ne sait pas ce qu'il veut faire, il sait à peu près ce qu'il n'aime pas, mais il ne sait pas forcément ce qu'il veut faire. La même chose pour un étudiant qui arrive d'admission parallèle. Il évolue dans son choix. On est là pour l'aider, on est là pour le guider. Donc quelqu'un arrive et il veut faire absolument du marketing parce qu'il adore la pub, et puis se retrouve auditeur parce que finalement, pendant ces années, ces 3 ans ou ces 2 ans, eh bien, il aura fait des expériences, il aura rencontré des gens, il aura été mis en face d'anciens, de diplômés, ses expériences de stage, etc. Et puis il sortira auditeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de voie royale. Et c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on va mieux réussir, c'est pas parce qu'on est littéraire qu'on va moins bien réussir ou mieux réussir. Juste pour ajouter par rapport à la prépa, justement, on pense toujours, malheureusement c'est une idée reçue qui commence d'ailleurs à s'éclaircir en disant que les prépas sont beaucoup plus sélectifs, que c'est pour ça que je vais passer, entrer en école de commerce après prépa, c'est beaucoup plus sélectif, donc je préfère passer par les admissions parallèles. C'est faux aujourd'hui parce que le taux de sélection après prépa c'est de 80%. Il y a même plus de places ouvertes que de nombre de candidats l'année dernière. En admission parallèle, c'est 40 à 50%. Il y a 6000 places l'année dernière, il y a eu 6000 places dans toutes les écoles de commerce en admission parallèle, et le taux de sélection il est entre 40 et 50%. Donc c'est finalement une voie plus sélective, c'est normal parce que évidemment les écoles cherchent des profils qui vont apporter de la valeur ajoutée aussi en termes de diversité par rapport à la promo, et aussi cherchent des profils plus variés pour apporter la diversité qu'on recherche et qu'on retrouve aussi en entreprise. Donc c'est faux, c'est strictement faux de penser que passer par une admission parallèle, c'est beaucoup plus facile pour entrer en école de commerce que prépa. La prépa, dans les années 90, il y avait 3000 places pour 9000 candidats. Aujourd'hui, il y a plus de places ouvertes que de candidats. Son enjeu, c'est de se dire dans quelle école je vais, parce que, voilà, évidemment, les écoles vont sélectionner en fonction d'un certain nombre de critères. Et puis, dans quelle école on va y aller, c'est la seule question qui subsiste après pour quelqu'un qui passe par une prépa. Là, si on suit vos propos, il vaut mieux faire une classe prépa, alors. Il vaut mieux faire une classe prépa, non, mais parce que ça dépend si le taux de sélection, si vous dites que le taux de sélection... Il ne faut pas réfléchir uniquement par rapport à la sélection. J'espère que les gens ne vont pas réfléchir uniquement par rapport à ça. Il faut réfléchir par rapport à ce qu'on veut. Si je vais en prépa, c'est je vais avoir 25 heures de travail par semaine sur table. Si je vais dans une école de commerce post-bac, je vais avoir beaucoup plus de travail, de projets, de travail en groupe, de stages, d'international, d'opérationnel, de pratique. Donc le choix doit se faire aussi en fonction du profil de l'élève et de sa volonté d'aller dans un milieu qui ne donne pas exactement la même pédagogie et qui n'a pas les mêmes objectifs. Le grand intérêt effectivement de la diversité des voies d'admission que nous avons maintenant sur nos écoles, c'est effectivement qu'on se retrouve, on peut choisir son cadre de travail avant d'entrer dans une école. Les classes préparatoires ont généralement, c'est un système qui prépare un concours. Donc vous entrez dans un système qui vous prépare un concours avec la logique de compétition qui va avec, etc. Il n'est pas évident que lorsque vous avez votre bac en poche, vous ayez tout de suite l'esprit préparé pour cette ambiance compétition, concours immédiatement, avec tout ce que ça implique au niveau personnel. Et justement, le fait de se retrouver dans un BTS, dans un DUT, dans une licence, ça peut offrir un cadre de travail tout aussi intéressant pour développer des compétences en termes de méthodologie, de capacité de travail, etc. Sans justement ce stress peut-être permanent inhérent à la classe préparatoire. D'accord. Et quel conseil vous donneriez pour ces jeunes qui voudraient donc intégrer de façon parallèle ces écoles de commerce? Quel conseil vous leur donneriez pour se préparer? Si un conseil, pour continuer sur ce que je viens de dire, comme on vient de vous l'expliquer, à l'heure actuelle, on a une grande diversité
de voies d'admission. Ce que vous intégrerez ensuite, c'est une école de management. Une école de management, qu'est-ce que c'est? C'est une école qui forme des personnes capables de fédérer des équipes, de mener des équipes autour d'une stratégie. On n'arrive pas à fédérer des équipes si on ne se sent pas bien dans ses baskets, si on ne se sent pas bien dans sa peau. Donc moi, le seul conseil que je vous donnerais pour le coup, pour bien vous préparer à votre entrée dans une école de management, c'est d'avoir fait un parcours dans lequel auparavant vous avez pu vous éclater un tant soit peu. Si vous faites une classe préparatoire parce qu'on vous a dit de faire une classe préparatoire parce que on vous a expliqué dans votre famille, dans votre entourage proche que c'est la voie royale, mais que vous, ça ne vous intéresse pas du tout ce système-là, vous ne vous épanouissez pas dans ce système-là, je vous laisse imaginer les conditions dans lesquelles vous arriverez au moment du concours. Et pour rebondir sur ce que disait Tawhid, même si les classes préparatoires, statistiquement parlant, seraient moins sélectives que les admissions parallèles maintenant, en l'occurrence, si vous arrivez au bout de 2 ans de classe préparatoire comme un individu non épanoui, vous serez dans les moins brillants des classes préparatoires, donc vous ne serez pas dans ceux qui auront le plus de chances d'intégrer. Si en revanche vous êtes arrivé, moi je repense au cas d'une de mes étudiantes qui avait intégré l'école avec une licence en histoire de l'art. On se dit pour intégrer une école de management, ça peut paraître un peu particulier. Elle a fait une licence en histoire de l'art parce que son projet professionnel c'était de travailler dans le marketing culturel. Donc elle venait chercher le complément de spécialisation chez nous en marketing. Elle était arrivée sûre de son projet professionnel. Elle est arrivée radieuse, contente, épanouie de ses 3 années d'université en histoire de l'art. Et elle a intégré l'école sans aucun problème. Elle a fait un parcours brillant au sein de l'école et elle a trouvé le job qui correspondait à ses aspirations. Donc moi, le seul conseil que j'ai à vous donner, pour le coup, pour vous préparer au mieux pour intégrer une école, c'est de choisir la voie dans laquelle vous imaginez que vous vous épanouirez le plus. Oui, pour répondre à votre question sur les conseils à donner à tous ces jeunes qui veulent rentrer en admission parallèle, quoi qu'il en soit, que vous veniez de prépa ou que vous veniez d'une licence ou d'un BTS ou d'un DUT, vous allez passer un concours pour rentrer dans nos écoles, pour rentrer dans une grande école. Et donc, le conseil que je vous donnerai en premier, c'est de vous préparer pour réussir ce concours. Il y a dans toutes les écoles des annales que vous trouvez sur le site des écoles et sur le site des banques de concours. On vous a parlé de la banque d'épreuves passerelle ou tremplin. Regardez bien quelle est la teneur de chacune des épreuves. Il y a dans tous les concours des épreuves de dossier, des épreuves de synthèse, le tâche-mage, des épreuves de langue, des épreuves spécifiques également. Donc préparez-vous à réussir ces concours, c'est important. Et puis ensuite, vous aurez des oraux, des entretiens donc, dans chacune des écoles, si vous êtes admissible pour intégrer l'école. Et là aussi, préparez-vous à réussir cet oral. Réfléchissez à ce que vous voulez faire plus tard, à votre projet. Montrez-vous dynamique, enthousiaste, motivé, ouvert sur le monde. On est une école qui représente l'international. Toutes nos écoles sont internationales, donc montrez que vous êtes vous aussi ouvert sur le monde et démontrez-le. Ce sont des qualités qu'on apprécie dans les oraux. Donc le conseil là, que j'ai à vous donner, préparez votre concours avant de le passer. Et pour reprendre ce que vient de dire ma collègue et pour aller dans le sens de mes propos précédents, c'est dans les épreuves écrites, vous avez notamment des épreuves à options avec une très grande diversité d'options. Sur le concours passerelle, je crois qu'on doit être à 17 options. Oui. J'imagine que pour tremplin, ça doit être à peu près la même chose. Et dans cette diversité d'options, vous retrouvez une discipline, vous retrouvez toujours une discipline qui va correspondre au cursus que vous aurez suivi durant vos 2 ou 3 années précédentes. Inutile de vous dire, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, que si la filière que vous avez choisie durant vos 2 ou 3 années post-bac, c'est une filière qui vous a barbé au possible, sur l'épreuve à option, vous ne serez pas sur les meilleurs. On est toujours meilleur, plus remarquable, plus facilement identifiable dans une population quand on s'éclate sur son sujet que quand on ne s'éclate pas dessus. Donc si vous voulez vous préparer correctement à cette épreuve écrite, si vous voulez être bien prêt pour l'épreuve à option, soyez sûr de choisir une option qui vous passionne, un sujet qui vous passionne. Vous voulez dire que quoi qu'on ait fait avant, on aura toujours une option qui nous conviendra, quoi. Oui, absolument. Oui. Il y a une très grande diversité de choix d'options. Biologie, sport, lettres, langue, commerce, marketing. Il y a une très très grande diversité de choix d'options. Donc forcément, il y en a une qui correspond au programme que vous avez suivi au préalable. Et dans lequel, évidemment, vous avez des atouts. Alors moi, je voulais donner un petit point de vue aussi à l'international.
Donc, beaucoup d'écoles ayant des programmes en anglais en Europe ont un processus d'admission qui est beaucoup plus holistique. Donc, on ne va pas seulement regarder les notes et les bulletins, on est très intéressé par le profil des étudiants. Donc, on est très intéressé par les activités que vous faites à l'école, en dehors de l'école. Quelqu'un qui fait du sport ou qui joue un instrument de musique à un très haut niveau, pour moi, a beaucoup de mérite parce que s'il arrive à maintenir une bonne moyenne, ça veut dire qu'il sait vraiment bien gérer son temps. Quelqu'un qui fait du babysitting ou qui a travaillé prouve qu'il est responsable, etc. Donc, en Europe, on a une autre façon de voir les choses. On regarde vraiment à chaque fois la valeur ajoutée que l'étudiant va apporter en classe. Donc, parfois, on a des dossiers d'étudiants qui ont peut-être une moyenne de 13 sur 20, mais qui ont créé leur propre ONG, et d'autres étudiants qui ont une moyenne peut-être de 18, mais qui en dehors de l'école ne font pas grand-chose, et le premier étudiant aurait plus de chances de rentrer que le deuxième, par exemple. Okay. Donc si je dois vous donner 2 conseils, c'est travailler vos langues et travailler bien votre dossier. D'accord. Et au point de vue master, je voulais aussi expliquer que tous les backgrounds peuvent être complètement différents. Moi, quand j'étais en MBA, j'avais une chanteuse d'opéra, un pharmacien, des journalistes. Donc, c'est vraiment tous des backgrounds complètement différents. Quand on pose la question aujourd'hui aux recruteurs en leur disant sur un CV, juste pour prendre la différence entre quelqu'un qui a fait un parcours en post-bac, 5 années, même école, quelqu'un qui a changé, qui a plusieurs diplômes, etc. Et quand on leur pose la question, on leur dit sur quoi vous faites votre première sélection de CV. Quand vous avez un CV devant vous, une centaine, et que vous avez à sélectionner 4-5 pour un entretien. Et la chose qui revient quasi systématiquement, c'est la réponse suivante. C'est la cohérence globale du parcours. Ils ont envie de voir un parcours qui a été construit, réfléchi, dans lequel il y a une cohérence entre l'ensemble des compétences, entre l'ensemble des éléments du puzzle, c'est-à-dire la formation ou l'ensemble des formations suivies, les stages, les expériences autres que les expériences scolaires. Et ça, c'est quelque chose qui se réfléchit et qui se construit en amont. Donc lorsque vous allez entrer dans une école en admission parallèle, il faut que ça soit qui est derrière un projet, il faut que ça soit cohérent par rapport à un projet professionnel et un objectif qui peut évoluer, ce n'est pas un problème. Mais l'essentiel, qu'au moment donné que le choix va être fait, vous avez une cohérence par rapport à ce que vous avez fait jusque-là et ce que vous avez envie de faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on ne sélectionne pas les admissions parallèles sur les acquis académiques, parce qu'on regarde leur bulletin de notes, évidemment, on regarde les résultats antérieurs, mais après on va tester cette cohérence par rapport à ce qu'ils veulent faire par la suite. Est-ce que la formation leur permet, en la combinant avec la formation de l'école, d'atteindre cet objectif professionnel? Donc on va regarder, on a un test d'aptitude professionnelle, on va regarder plutôt leur projet et puis cette cohérence recherchée par les recruteurs. D'accord. On va prendre quelques questions dans la salle, s'il y en a. Voilà. Bonjour. Vous parlez d'admission parallèle. Je voulais savoir quels sont les différents concours ou modes d'admission parallèle qui existent. Ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, j'ai un enfant en première année de licence AES. Qui serait éventuellement intéressé par une admission parallèle en école de commerce, et vous lui conseilleriez de terminer sa licence ou de tenter une entrée déjà au niveau Bac+2? Tant qu'à faire, qu'il aille déjà au bout de sa licence. Oui. Il aura une formation universitaire de bonne qualité, qui plus est en AES assez quand même avec un contenu assez varié. Et il aura, comme on l'a expliqué tout à l'heure, avec les différents types de formations qu'on a, il arrivera à s'intégrer sans problème en M1 au sein d'un programme grande école. Moi j'aurais dit tente sa chance 2 fois, parce que vu la sélectivité qu'on connaît aujourd'hui dans les admissions parallèles, j'aurais privilégié qu'il tente d'abord après un Bac+2, voir s'il a l'école qu'il souhaite, s'il arrive à intégrer une formation qu'il souhaite, et puis sinon il a toujours la possibilité de continuer en licence et de tenter sa chance une deuxième fois. Ça dépend aussi comment vous voyez le sujet. Ça vous dites, bon voilà, je suis confiant, j'irai jusqu'à la licence et je tente, mais j'ai une seule possibilité d'entrée. Donc c'est la seule et la dernière possibilité d'entrer en école de commerce. On ne peut pas retenter par exemple Si, mais ça veut dire qu'on perd un an. On ne peut pas retenter en M2, c'est pas possible. Donc soit on perd un an, soit... c'est pour ça que je dis, je tente une première fois après un Bac+2. Si j'ai ce que je veux, c'est tant mieux, j'y vais. Et ça permet d'avoir aussi un parcours un peu plus cohérent, parce que quand on rentre aussi en M1, ça devient un peu plus complexe. Il faut vraiment avoir les mêmes fondamentaux. Et puis sinon, je retenterai ma chance une deuxième fois après. J'aurais fait ça, mais bon, après, c'est un choix à prendre. Après, il y a une diversité de concours.
Il y a des écoles qui ont leur concours propre. On a évoqué tout à l'heure ensuite les banques d'épreuves, Écricom et Passerelle. Voilà, donc il y a plusieurs. Il faut se renseigner ensuite par rapport à une école donnée, quelles sont les modalités d'admission de cette école. Si vous voulez intégrer Novantia ou le groupe ESC3, voilà, vous savez que ce sera le concours Passerelle. Si vous voulez intégrer Neoma, vous savez que vous aurez passé par Tremplin. Voilà, donc il faut vraiment voir un petit peu. Là, il faut regarder sur Internet. Oui. Tout est. Il ne faut pas choisir un concours, attention, il faut choisir une école d'abord sur un projet, puis après voir c'est quoi le mode d'admission. C'est facile après de savoir quel est le mode d'admission. Ne réfléchissez pas par rapport à la voie d'entrée. Réfléchissez par rapport à l'école. Chaque école, c'est d'abord un lieu. Hein, on choisit aussi une ville, hein, c'est important. Hein, enfin, pour certains, c'est important. Et puis chaque école a un positionnement d'école, un positionnement fort d'école. Et je crois que par rapport à un projet professionnel, on passe un concours, mais on choisit une école effectivement en fonction du projet de l'école et du positionnement de l'école. Du positionnement professionnel, j'entends, hein, de l'école. Justement, juste pour rebondir sur ça, pour sélectionner une école, c'est quoi les 4-5 critères On mentionnait le critère géographique. Ça peut rentrer dans les critères de choix. Je pense notamment pour les étudiants qui souhaitent intégrer directement en M1 parce qu'ils ont un objectif de minimisation des coûts de la formation. Pour ces étudiants-là, on se doute bien que quand on veut financer seulement 2 années d'études et pas 3 années d'études, le critère géographique a un point important parce qu'il implique il y a certaines variables de transport, de logement, etc. Qui sont à prendre en compte. Il peut y avoir ça. Ensuite, même si nous avons toutes des formations visées, conférences de master, etc., nous pouvons avoir en dernière année des filières de spécialisation différentes. Il y a certaines écoles qui vont être davantage spécialisées, je ne sais pas, on parlait de finance tout à l'heure, qui vont être davantage spécialisées sur les marchés financiers, d'autres ça va être sur l'entrepreneuriat, d'autres ça va être sur le marketing, certaines ça va être sur un certain type de marketing, etc. Donc s'il y a déjà des choses pour lesquelles vous avez une certaine appétence, un certain goût, autant regarder déjà les écoles qui proposent ce type de formation. Ensuite, peut-être que vous savez qu'en intégrant une école de management, vous avez obligation d'effectuer une partie de votre cursus à l'étranger. Il y a peut-être certaines zones dans le monde que vous préféreriez pour effectuer une partie de votre cursus à l'étranger. Regardez les écoles, les partenariats à l'étranger dont elles disposent pour voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse là. Il y a des écoles aussi, on parlait du positionnement des écoles. Les positionnements respectifs de nos écoles impliquent des partenariats entreprises aussi spécifiques. Regardez aussi les entreprises qui sont partenaires de nos écoles pour voir si ce sont des entreprises dans lesquelles vous peut-être vous projetez ensuite en termes de carrière ou de début de carrière professionnelle. Voilà un petit peu toutes les variables, je pense, qui peuvent permettre de nous différencier. J'en rajouterais, c'est exactement ça, hein, tout à fait. J'en rajouterai encore un autre, l'accompagnement également de l'école. Oui. Regardez au niveau de l'école s'il y a un service relations entreprises avec effectivement des partenariats, si vous serez donc accompagné dans la recherche de stage ou d'apprentissage et puis ensuite d'un premier emploi. Regardez également, venez aux portes ouvertes. C'est pas seulement le lieu de l'école qui est important, c'est l'établissement, c'est l'ambiance, c'est la culture de l'école, les étudiants, la culture de l'école, son corps professoral, le réseau qui va accompagner les étudiants dans leur cursus. Donc cet accompagnement, il est important et essayez là aussi d'observer en allant sur les lieux, lors des portes ouvertes, regardez si l'école vous convient, c'est important. Puis bien sûr, les spécialisations, vous avez tout à fait raison. Chaque école a des filières ou des majeures de spécialisation différentes. Donc observez par rapport à votre projet professionnel futur, celle qui vous dirigera le mieux vers votre orientation future. Un point aussi sur les accréditations, ce qui est quand même assez intéressant et un gage de qualité pour les étudiants et puis pour leurs parents qui financent leurs études. Vous avez donc des diplômes qui sont effectivement visés, ça c'est la moindre des choses par le ministère, mais vous avez des accréditations internationales qui aussi, alors américaine, WCSB par exemple, et EQUIS pour les Européens, et puis AMBA pour... ça ne concerne pas encore les admissions parallèles, c'est plutôt l'MBA, mais ces accréditations internationales sont difficiles à obtenir, donc elles sélectionnent les écoles et elles sont triées sur le volet et elles qualifient d'un credo minimum de qualité
qui fait que l'école intégrée par les étudiants est une école de qualité qui offre l'intégralité de ce qu'on vient de citer, hein. Un bon réseau international où les étudiants, quand ils partent en expatriation, sont accueillis dans des établissements aussi accrédités, un réseau de partenariats entreprises qui est un réseau effectivement vivant, un réseau d'alumni, etc., etc. Donc ça, c'est très important aussi. Une des choses très concrètes aussi, plus facile aussi pour vous à appréhender, c'est regarder les chiffres de l'insertion d'une école. C'est extrêmement important. L'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver le travail dont on rêve, qui nous donne des possibilités aussi de pouvoir rentabiliser un peu son investissement, parce qu'évidemment l'investissement est lourd, financer une école de commerce. Donc regardez les chiffres d'insertion, regardez les diplômés, où est-ce qu'ils sont, les positions qu'ils occupent, parler avec des étudiants pour voir l'environnement de travail, pour voir comment ça se passe, la qualité du corps professoral. Il n'y a pas des éléments meilleurs que ces éléments concrets que vous pouvez appréhender aussi pour choisir une école. Il y a une question là. Oui, à propos des critères, tout à l'heure à la précédente conférence, a été évoqué le fait qu'il y ait des écoles qui appartiennent à la conférence des grandes écoles et d'autres non. Et donc, il nous a été dit que les écoles appartenant à la conférence des grandes écoles, elles amenaient à des diplômes visés, tandis que les autres, les 160, ne menaient pas forcément à des diplômes visés. Et donc, il fallait faire attention. Et d'autre part, il nous a été dit qu'il fallait faire attention également que cette histoire de master corresponde bien aussi à un grade européen. Donc j'ai été un peu interloquée parce que normalement, master, c'est aussi le grade européen. Donc on nous a dit qu'il fallait vérifier le niveau et la garantie de qualité. Alors là, lorsque tout à l'heure, vous avez parlé de différents concours, Écricom, Passerelle, Tremplin, ben moi je voudrais savoir si ces différents concours, Écricom, Passerelle, Tremplin, eh bien, mènent vers des écoles qui appartiennent à la conférence des grandes à la conférence, oui, attendez, que je m'y perds. Oui, à la conférence des grandes écoles. Et si c'est pas le cas, si ça mène à des diplômes qui sont vraiment visés par le ministère de l'enseignement supérieur. Voilà. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Je crois que vous soulevez un vrai sujet. Non, il y a une confusion totale entre la conférence des grandes écoles, le master, le grade master, le visa. Enfin, c'est une confusion totale là, que vous avez. Je ne sais pas si c'est la conférence d'avant ou c'est un peu le mélange de tout ce qu'on entend aujourd'hui. Faites très attention, il y a des écoles aussi qui sont visées, reconnues ou certifiées, qui ne sont pas dans la conférence des grandes écoles. Alors j'explique très simplement. Il y a le master. Le master ne peut être délivré que par l'État. Aucune institution privée ne peut délivrer le master. Oui. C'est délivré uniquement par les institutions de l'État qui sont les universités. Après, ensuite, l'État donne le grade master à un certain nombre d'institutions privées, les écoles de commerce en l'occurrence, sur un certain nombre de critères académiques. Et donc, leur diplôme confère le grade master. Ce n'est pas un master, mais c'est l'équivalent d'un master, donc conférant le grade master. La conférence des grandes écoles, elle regroupe un certain nombre d'écoles sur un certain nombre de critères choisis par la conférence, mais ça ne veut pas dire que seulement les écoles qui ont le grade master sont dans la conférence. Il y a des écoles qui ne sont pas dans la conférence, qui ont le grade master et qui sont visées aussi. Il y a le visa. Le visa peut être donné sur un bac plus 3. Il y a des écoles qui sont visées bac plus 3 et il y a des écoles qui sont visées bac plus 5. Donc c'est une reconnaissance aussi par l'État sur le niveau du diplôme. Bac plus 3, bac plus 5. Donc ça, c'est le visa et le grade master est donné par le ministère. C'est une reconnaissance du ministère de l'enseignement supérieur sur des critères académiques. Ensuite, il y a le ministère de l'Emploi qui donne aussi des certifications. On appelle les certificats niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Il y a 3 niveaux globalement, mais ce n'est pas une règle. Le niveau 3, ça correspond à un bac plus 2. Le niveau 2, ça correspond à un bac plus 3. Et le niveau 1, ça correspond à un bac plus 5. Et c'est des critères, on a dit que c'est des critères académiques pour le master visa. Là, ici, c'est des critères plutôt sur l'intégration professionnelle. Le ministère de l'Emploi, sur une étude faite sur les 3 dernières promos qui sortent d'une école, et ce qui permet de certifier, lorsqu'on est au niveau 1, que les diplômés de cette école-là occupent des responsabilités ou des postes à niveau 1 dans les entreprises. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu complexe en France. Après, il y a aussi les reconnaissances internationales. Lorsqu'on sait qu'il y a un diplômé sur 3 des écoles de commerce aujourd'hui qui commence sa carrière à l'international, la question à se poser aussi, c'est de se dire quelle reconnaissance je vais avoir lorsque je vais partir travailler en Angleterre ou aux États-Unis dans une entreprise qui ne connaît strictement rien dans ce système franco-français, master, visa, reconnaissance, certificat.
Ça ne veut strictement rien dire à l'étranger. Mais donc il faut est-ce que j'ai un diplôme international? Est-ce que j'ai un diplôme qui est accrédité au niveau international? C'est des questions aussi qui se posent et qui sont extrêmement importantes. Alors, donc, au niveau international, je vais un petit peu vous expliquer comment ça fonctionne en Europe. Après Bologne, les différents pays européens suivent tous le même système. Donc il y a des années de bachelor, des années de master et puis le doctorat. Les pays ont pu choisir entre faire un système 3 années de bachelor plus 2 années de master ou 4 années de bachelor plus 1 année de master. Donc par exemple l'Irlande et l'Irlande et l'Espagne ont choisi un système 4 plus 1. La France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. sont dans un système 3 plus 2. Okay. Ce qu'on regarde toujours, moi ce que je recommande à chaque fois, c'est de choisir une école qui est reconnue par le ministère de l'Éducation du pays dans lequel elle est située. Okay. Si on commence à vous parler d'accréditation, etc., il faut faire attention. Et les universités et écoles officielles en Europe ont le système des crédits ECTS, qui veut dire European Credit Transfer System, qui sont reconnus d'une université ou d'une école à l'autre si elles sont officielles. Mais je crois, madame, pour vous, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais je crois que si vous regardez vraiment bien sur tous les sites des écoles, vous trouverez toutes ces informations-là. Ah, puis de toute façon, pour votre question, ça portait sur les diplômes visés conférant le grade de master. Si vous voulez des informations particulières sur une école, vous allez sur le site tout simplement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et vous avez des rubriques qui vous indiquent, en l'occurrence, les écoles de management, les écoles d'ingénieurs qui sont reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et donc qui confèrent diplômes visés, etc. Le problème ne repose... Oui, excusez-moi, je fais partie de l'éducation nationale. Le problème ne concerne pas les écoles d'ingénieurs. Le problème concerne plutôt les écoles de commerce, où il y a un embrouillamini de différents sigles. Et donc, voilà, je voulais juste soulever quelque chose. Et donc, les familles doivent faire attention à ce genre de choses. Et je pense que nous sommes quelques-uns autour de la table à pâtir de cet embrouillamini, justement. J'en parlais tout à l'heure avec Tawhid avant justement d'attaquer la conférence. Et nous disions tous les deux que quand on n'est pas un professionnel de l'enseignement supérieur, faire la différence entre master, grade de master, MBA, master avec un E à la fin, etc., c'est master spécialisé. Voilà, master spécialisé, master of science avec différents types de master. Mais en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que quand une école délivre un grade de master, c'est déjà une sécurité. Elle a la reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est une reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et on ne l'a pas comme ça. On passe devant une commission, on défend un dossier d'une manière extrêmement complète, on renouvelle cette demande régulièrement, on obtient son grade de master pour une durée de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et on renouvelle encore sa demande. Donc c'est vraiment une garantie de qualité. Il faut être constamment au top en termes de qualité pour mériter de ce grade de master. De la même manière, on est audité pour faire partie de la conférence des grandes écoles. Et on dépose un dossier extrêmement complet avec des détails dans tous les domaines, qu'il s'agisse de l'enseignement, de la recherche, puisque nos enseignants font de la recherche, qu'il s'agisse également de l'insertion professionnelle, pour mériter ce statut, cette appartenance à la conférence des grandes écoles ou au grade de master. Oui, mais moi je dis que c'est pas suffisant quand même. C'est pas suffisant, il faut faire attention. Il y a des écoles qui sont dans la conférence, qui ont le grade master, ce que vous voulez. Il y a des universités qui délivrent même le master et qui ont des problématiques d'insertion qui sont extrêmement importantes. Donc ce qu'il faut voir, c'est pas uniquement ça. Ce qu'il faut voir, c'est aussi la capacité de l'école à vous offrir un environnement de travail, un accompagnement pour trouver un job, un niveau de salaire aussi convenable, avec des possibilités d'évolution de carrière qui sont derrière, avec une cohérence avec ce que demande l'employeur. Si je travaille dans une école qui a été auditée il y a 2 ou 3 ans sur des critères académiques et que finalement le marché cherche autre chose en termes de compétences, je retrouverai des difficultés au moment où je suis sur le marché. Parce que pareil, il y a 50% des recruteurs qui ne regardent même pas ça. Enfin, la plupart et de plus en plus des DRH, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un en face d'eux qui a des compétences, qui a un profil qui est capable de leur apporter de la valeur ajoutée. Il ne va même pas regarder parfois, il ne va pas chercher à savoir quel est le diplôme qui est derrière, c'est quoi. Regardez la formation, regardez aussi ce qu'elle offre comme débouché, regardez un certain nombre de critères au-delà des critères strictement académiques. C'est une garantie certes, mais ce n'est pas suffisant, il faut aller un peu plus loin. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question ? Là, ici, là-bas.
Bonjour monsieur, madame, je m'appelle Diaby Mohamed. J'ai un diplôme de Master 2 en marketing international et réseau. Je suis intéressé pour une formation dans une école pour une année dans le domaine du marketing. Pendant la conférence, je ne me suis pas vu dans le profil type des étudiants qui peuvent passer le passerelle. Moi, ça m'intéresse seulement un Master 2, une année de formation dans une école dans le domaine du marketing. Qu'est-ce que je dois faire et quelles sont les possibilités d'admission que les écoles m'offrent? Si vous avez un Master 2, pourquoi vous voulez reprendre des études dans une école? Maintenant, il faut aller sur le marché. Ce que recherchent les employeurs aujourd'hui, c'est l'opérationnalité, c'est votre capacité à être opérationnel, à avoir de la pratique, à avoir de l'expérience de terrain. Une année en entreprise, lorsqu'on a déjà un Master 2, vaut mieux qu'une nouvelle formation sur le même domaine en plus. À la limite, si vous cherchez la double compétence, que vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur, que vous cherchez une formation managériale, donc cette double compétence va vous donner des atouts sur le marché, ça a son sens. Mais si vous avez déjà un Master 2 en marketing et vous voulez refaire un Master 2 en marketing, honnêtement, ça n'a pas de sens. Il faut aller sur un moment, il faut aller sur le terrain, il faut avoir de l'expérience professionnelle, et c'est ça ce qui va vous donner aussi de l'avantage pour votre carrière. Tout à fait d'accord. Ou alors vous enchaînez sur un doctorat, cette fois en sciences de gestion et en vous spécialisant sur le marketing. Mais si c'est pour si c'est pour cumuler un grade de master à un master. Je veux faire ça parce que j'ai remarqué sur le site de recrutement des grandes entreprises telles que la BNP Paribas, la Société Générale, il y a un onglet des écoles qui sont dans leur base de données et je ne vois pas le nom de mon université en fait. C'est pour cela que je voudrais simplement passer par une école et pour pouvoir donner des chances à... Il faut y aller, franchement, si vous avez les compétences et le profil nécessaire, que votre CV attire leur attention indépendamment de l'origine de votre diplôme, il n'y aura pas de souci. Ce qu'ils recherchent, c'est des profils capables de leur apporter la valeur ajoutée. La banque aujourd'hui et les métiers de la banque ne connaissent pas la crise. C'est les seuls métiers quasiment sur lesquels on a toujours du recrutement, notamment la banque de détail, l'assurance des particuliers, etc. Donc il faut y aller, il faut montrer de quoi vous êtes capable. Il ne faut pas vous replonger de nouveau sur une formation. Il faudra aller chercher de l'expérience, même si vous passez par un stage qui vous donne aussi une autre valeur ajoutée que celle du diplôme. D'accord. Très bien. On a le temps pour une dernière question, s'il y en a une. Sinon, il y en a une. Moi, j'ai une question très courte. J'ai une fille qui étudie le russe. Est-ce que c'est pas un frein pour entrer dans une école? Est-ce que c'est pas un frein? Est-ce que vos écoles, toutes vos écoles, offrent la possibilité d'étudier le russe? Non, c'est pas un frein. C'est au contraire une chance exceptionnelle parce que c'est une langue qui est encore considérée comme rare par rapport à l'anglais qui est l'incontournable. Et puis ce qu'on appelle les LV2 plus classiques, espagnol, allemand et italien. Donc si elle a fait du russe, c'est vraiment très très bien et j'imagine qu'elle intéressera beaucoup d'entreprises. Et dans toutes les écoles, il y a la possibilité, enfin dans la plupart des écoles, la possibilité de continuer l'enseignement du, en l'occurrence chez nous du russe, mais je suppose dans d'autres écoles de la même manière. Non. C'est au contraire une grande chance. C'est une langue difficile. Non, puis on a des étudiants, de toute façon, je pense dans toutes nos écoles, on a des étudiants qui ont des cursus langue vivante avec soit pour certains une licence d'anglais, d'espagnol, ou ça peut être d'autres langues encore. Et il n'y a aucune difficulté pour intégrer. Mon collègue de Neoma tout à l'heure parlait de candidats qui justement ont des parcours lettres et qui effectivement, c'est assez fréquent le cas des parcours lettres qui finissent avec un CV contrôle de gestion ou auditeur, parce que ce sont des personnes extrêmement structurées qui ont une capacité d'analyse extrêmement forte et on en fait souvent ce qu'on appelle des très bonnes personnes de dossier. Donc non, il n'y a aucune difficulté pour intégrer. Moi, je dis juste que pour que ça soit un avantage, un vrai avantage, une vraie valeur ajoutée sur le long terme, il faudra qu'elle complète ça. Je connais la langue, c'est pas suffisant, les aspects de la langue, de la structure, il faut maîtriser la culture aussi. Ouais. Donc il faudra qu'elle combine ça avec, à un moment ou un autre, une expérience d'échange ou un stage en Russie, ce qui lui permettrait de donner un véritable avantage lorsqu'elle sera sur le marché d'emploi par rapport à un objectif bien particulier, c'est-à-dire je maîtrise la langue, j'ai une expérience dans ce pays-là, dans un environnement professionnel en Russie, ce qui lui permettrait d'avoir un véritable avantage qui dépasserait juste je maîtrise la langue. C'est certain que si elle ajoute un semestre universitaire ou un stage en entreprise en Russie avec le cursus qu'elle a déjà, quand elle va arriver sur le marché de l'emploi en disant qu'elle a une véritable connaissance de la culture russe, je pense qu'elle sera, elle sera en tête des CV pour pouvoir obtenir des postes qui nécessitent une bonne connaissance de cette culture. Oui. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.
toute façon, s'il y a des questions particulières, ils peuvent toujours venir nous voir. Vous pouvez venir nous voir sur les stands respectifs. J'ai pas compris vos pourcentages.